Alors la première question, j'aimerais bien savoir quand est-ce que vous avez commencé à écrire. Alors moi j'ai commencé à écrire, je savais même pas écrire en fait. C'est-à-dire qu'au début, quand j'avais 5 ans, je dictais à ma cousine Bérangère nos folles aventures bucoliques chez nos grands-parents. Et en abusant gravement du passé simple. Et elle, comme elle avait 2 ans de plus que moi, elle les retranscrivait avec sa belle écriture ronde, pleine de fautes d'orthographe, mais c'était très mignon. J'ai gardé ça pendant des années, je m'en suis débarrassée il n'y a pas si longtemps. Et puis après, quand j'étais en CE2 peut-être, j'ai commencé à écrire des poèmes. Ensuite, après un petit peu plus tard, j'ai commencé à écrire des contes. J'écrivais énormément de contes, je dévorais du conte. J'avais que des contes dans mes bibliothèques, donc voilà. J'engloutissais des contes de tous les pays, de tous les âges. Et ensuite, en 6e, 5e, j'ai eu la très grande chance d'avoir une professeure de français qui s'appelait Danielle Martinigol, qui était elle-même écrivaine, qui écrivait de la science-fiction. Et c'est elle qui d'ailleurs m'a initiée à la SF et qui m'a fait comprendre qu'en fait les gens qui écrivaient des livres étaient des vrais gens vivants et tout. C'était incroyable, j'y avais jamais réfléchi. Et voilà, j'ai commencé à écrire petit à petit. Et à partir de mes 15 ans, je m'y suis mise à peu près 2 heures par jour. D'accord. Et quand est-ce que vous avez su du coup que vous vouliez faire de l'écriture votre métier, que vous vouliez écrire des livres? Alors, je dirais que c'est peut-être vers 15 ans. Vers 15 ans, à partir du moment où j'ai commencé à écrire 2 heures par jour, justement, je savais que c'était ce que je voulais faire, mais je pensais pas que j'y arriverais rapidement. C'est-à-dire que moi, mon plan secret machiavélique, c'était de devenir professeur de français. Et à côté, comme la professeure Danielle Martinigol que j'avais eue pendant 2 ans, à côté de ça, donc me mettre à écrire petit à petit. Et je me disais peut-être que si tout va bien, dans 30 ans, je pourrais vivre misérablement dans une mansarde avec un seau qui recueille l'eau de pluie, mais voilà, avec ma plume que je trempe dans l'encre, qui gêne un peu sur mes petits doigts qui ont onglé, enfin voilà, parce que bien sûr je n'aurais pas les moyens de me payer du chauffage, mais voilà, je voyais un petit peu mon avenir comme ça. C'est pas très... D'accord. Et J'aime beaucoup le 19e siècle, donc ça a beaucoup imprégné mon imaginaire. Avec la plume, carrément. Et du coup, quelle a été votre réaction quand vous avez su que vous alliez vous faire éditer? Alors, au début... Quand mon premier texte à avoir été édité, c'était une nouvelle sur les ogres, dans une anthologie chez ActuSF qui s'appelait Fugue en ogre mineur. Et quand je l'ai appris, j'ai été bien sûr folle de joie. Bon, après, ça a mis un certain temps à se concrétiser. Donc finalement, les choses comme j'avais essayé, je m'étais beaucoup débattue, démenée, etc. Il y a pas mal de choses qui se sont débloquées en même temps. Dans le même temps, j'ai commencé à être publiée dans l'Enfeust Mag, qui était un magazine de bande dessinée, fantasy, science-fiction. Et à côté de ça, je commençais aussi un petit peu à faire du journalisme dans la presse quotidienne régionale en parallèle de mes études. Et puis dans le même temps, j'ai commencé aussi à faire des concours pour le Crous. Et voilà, j'en ai un peu gagné, et d'autres concours de nouvelles. Donc voilà, c'est un peu pas mal débloqué sur les 2 mêmes années. D'accord. Super intéressant, mais du coup, quand vous avez du coup fait... vous avez écrit une lettre à Gallimard Jeunesse avec votre manuscrit et pareil, ils vous ont répondu, etc. Pour Magic Charlie ? Oui. Non, ça s'est pas passé comme ça. D'accord. Pour Magic Charlie, j'avais pris un agent. D'accord, ok. C'est-à-dire que maintenant ça commence à faire longtemps que je suis dans le métier. J'ai plus de 12 ans de métier. Ça fait plus de 12 ans que je suis autrice professionnelle et donc je ne fais que ça. Donc j'ai quand même un certain nombre de livres derrière moi et Magic Charlie, c'était un projet qui dès le départ pour moi était très important, c'était un très gros projet. J'avais déjà eu un très gros projet avant Magic Charlie, c'est Princesse Sarah en bande dessinée aux éditions Soleil. Et là, je ne l'avais pas présenté dans les mêmes conditions et du coup, l'éditeur ne l'avait pas pris très au sérieux ce projet. Donc le livre était sorti un peu comme ça, mais dans une espèce d'indifférence assez massive de la part des libraires aussi bien que de l'éditeur. Et souvent l'un va avec l'autre. Et en fait, heureusement, c'est les bibliothèques et les bibliothécaires et les médiathèques en général qui m'ont sauvée, qui m'ont récupérée par la peau du cou. Parce que sinon, je crois que ma carrière pliait bagage avant même d'avoir commencé. Et donc voilà, elles m'ont vraiment sauvé la mise. Mais j'avais quand même eu un petit peu chaud à ce moment-là. Et je voulais pas démarrer du tout dans les mêmes conditions. Donc là, je me suis dit, il faut absolument qu'on me prenne au sérieux. Comme manifestement, je ne suis pas douée pour me défendre et me vendre correctement, puisque je commence à arriver devant l'éditeur en m'excusant d'exister,
apparemment ça marche pas très bien. Je me suis dit, je vais prendre quelqu'un qui va parler pour moi. Et donc, je suis allée voir Roxane Edouard chez Curtis Brown, qui est actuellement mon agent. D'accord. Et c'est elle qui a présenté le manuscrit à Gallimard et à d'autres éditeurs. Et Gallimard a fait une réponse ultra rapide. Donc ils ont un petit peu, ils ont un peu raflé la mise avant même que les autres se soient penchés sur la question. Enfin, j'avais eu d'autres réponses, mais bon, disons que c'était un peu les guépards qui viennent, qui arrivent et puis ils sont déjà partis. Donc, Gallimard, en plus, c'est une grosse maison d'édition, donc vous avez dû être super fière. J'étais fière, je sais pas, j'étais surtout très soulagée parce que, en fait, Magic Charlie, je l'avais écrit pour Gallimard. Moi, j'aime beaucoup la collection Les Plus Forts, Gallimard Roman. Et il y a beaucoup de livres qui me plaisaient énormément dedans. Et en plus, j'aime bien... j'aime le côté à la fois très... c'est de la vraie littérature jeunesse. Mais en fait, justement, il n'oublie pas le mot littérature dedans. Et il y a quand même un côté, peut-être pas dans tout ce qu'ils publient, mais je me retrouve souvent dans leur littérature jeunesse qui est aussi accessible aux adultes en fait. Oui. Et qui peut être... moi j'aime bien en fait les lectures familiales. Quand j'étais plus jeune, j'étais la bibliothécaire de la famille. C'est-à-dire que j'achetais des livres, je les choisissais et je les recommandais après à mes petits frères, à mes parents. Et tout le monde lisait les livres que je préconisais. Et du coup, j'étais un peu restée sur cette idée de littérature familiale pour tout le monde en fait. C'est comme, c'est Clémentine Beauvais je crois qui a fait un article sur les films de famille et que voilà, on devrait transposer ça dans la lecture. C'est vrai qu'elle écrit le genre de bouquin qui typiquement s'adapte, rentre très bien dans ce créneau-là. Et donc du coup, moi je voulais un livre qui puisse être lu par toute la famille. D'ailleurs, Magic Charlie, c'est une histoire de famille en fait. Il y a Charlie, il y a la mère, il y a la grand-mère, et tout le monde se protège en fait. Et voilà, les uns sont là pour les autres. Et donc du coup, je me suis dit, quand j'ai écrit Magic Charlie, je me suis dit, moi je veux faire un livre que toute la famille a envie de lire et où tout le monde puisse en parler et je veux un livre qui rapproche les familles en fait, quelle qu'elle soit éclatée, qu'elle soit atypique, peu importe. Et pour ça, j'avoue que j'aimais bien ce que Gallimard faisait, j'aimais bien aussi le fait qu'ils travaillent toujours leur fond, ils n'oublient pas leur passé, mais en même temps ils sont très tournés vers le futur, ils sont très attentifs aux problématiques sociétales actuelles, donc voilà, on ne peut pas dire qu'ils s'endorment de ce côté-là, et ça me plaisait aussi. C'est super bien, oui, effectivement. Et comment vous avez trouvé votre inspiration du coup? D'une façon un peu triste en fait, ça c'est encore une histoire de famille. En fait, ma grand-mère est morte de sénilité et il y a quelques années, et en fait on a vu sa mémoire s'effilocher petit bout par petit bout, et elle perdait des bouts d'histoire les uns après les autres, et à la fin elle savait même plus combien elle avait eu d'enfants en fait. Et puis bon, elle est morte. Et alors là c'est pas de ma famille, mais quelque part un peu si quand même, parce que moi j'ai toujours vécu en littérature et la littérature c'est ma famille. Mon grand auteur, celui que j'aime par-dessus tout, c'est Terry Pratchett. Et j'étais absolument folle des Annales du Disque Monde que j'ai relu des dizaines de fois. Et il se trouve que Terry Pratchett est mort il y a quelques années maintenant de la maladie d'Alzheimer. Et là c'est pareil, en fait, j'ai lu, je fais partie, je crois, des lecteurs qui l'ont tenu la main jusqu'au bout en lisant les livres. Mais dans les derniers ouvrages, en fait, on voyait la mémoire qui se détricotait. Il était plus capable de filer une idée, une métaphore comme avant. Mais c'est pas grave, ça restait, même malgré sa grave maladie, ça restait quand même des bouquins absolument excellents. Parce que cet homme était un génie. Et c'est vrai que ce drame des grands esprits qui s'affaissent et qui disparaissent, qui se détricotent de leurs histoires, c'est quelque chose qui m'avait complètement retournée en fait. Voilà, moi j'ai vraiment, d'habitude je suis pas du tout une fan, j'avoue que je suis très indifférente aux célébrités, mais j'ai pleuré vraiment à la mort de Terry Pratchett. Et en plus elle m'a pris par surprise parce que je sais pas, je pensais qu'il lui restait plus de temps que ça encore. Et donc Magic Charlie finalement est né quelques temps plus tard. Je me suis dit, bon voyons, et si c'était dans une maison et il y avait une grand-mère qui arrive et elle a perdu toute la mémoire, mais en fait ça serait une sorcière. Et il y aurait ce jeune garçon et elle lui a amené un héritage, mais en fait, voilà, il y a des choses dedans, mais il ne sait pas s'en servir parce qu'elle n'est pas là pour lui donner le mode d'emploi, vu qu'en fait, comme elle n'a plus ces histoires à lui donner, la transmission est brisée. Sauf qu'en fait, il faut absolument qu'elle puisse lui transmettre ça, parce que ça va être une question de vie ou de mort. Et là, je me suis dit, mais comme en fait, c'est moi qui commande, et que je fais ce que je veux, là en fait si ça se trouve sa mémoire à elle
on va pouvoir la retrouver. Et son grand esprit, parce que alors dans le monde de Charlie, sa grand-mère, donc Dame Mélis, en fait, est une très grande magicière qui fabrique qui écrit des livres de recettes magiques, et elle est très connue pour ça. Elle a fait des best-sellers parce qu'en mettant au point ses recettes enchantées. Mais c'est une femme très très puissante, très très forte. C'est pas la grand-mère gâteau, c'est quelqu'un avec un esprit très incisif. Et donc je me dis voilà, là c'est un esprit très fort, très puissant qu'on va pouvoir reconstituer. Voilà, je me bats contre mes traumatismes familiaux, comme tous les auteurs, je pense. Voilà. Et c'est vos personnages préférés du coup, la grand-mère? Alors moi, en fait, je m'identifie beaucoup aux vieilles biques dans mes histoires. Et Dame Mélis, elle a un côté vieille bique, hein, mais chez Pratchett, je m'identifiais beaucoup à Messire du Temps, par exemple, qui est un personnage de vieille sorcière assez revêche. Et j'ai écrit un autre roman qui avait beaucoup plus d'humour, qui est beaucoup plus pratchettien que Magic Charlie, qui a plus un côté Rowling, on va dire. J'ai écrit donc un autre roman qui s'appelle Les Poisons de Catarse. Et dedans, il y a un personnage de vieille sorcière qui s'appelle Dame Caras, qu'on retrouvera plus loin dans Magic Charlie. Et qui, en fait, est aussi une espèce de vieille bique qui vit dans une isba sur pattes de poulet. Et qui est une espèce de vieille teigne, qui fondamentalement a grand cœur en fait, mais qui ne sait vraiment pas marcher sur les pieds et qui a tendance un peu à régler les choses à sa façon. D'accord, franchement les meilleurs personnages. Moi c'est les personnages qui m'éclatent en tout cas. Qui sont super drôles. Et est-ce que vous avez un endroit préféré justement quand vous écrivez pour trouver votre inspiration ou autre? Alors oui, en fait j'en ai plusieurs. Moi je travaille dans un atelier d'artistes-auteurs à Aix-en-Provence, au studio Godferdom. Et j'y passe pas mal de temps chaque jour. Mais après j'avoue que l'après-midi, quand j'écris beaucoup sur cahier, l'après-midi j'aime bien aller travailler dans les cafés. Donc Magic Charlie a été en grande partie écrit dans un café qui est fermé aujourd'hui, hélas, qui s'appelait le Coco Bohème. Aujourd'hui j'ai travaillé au Booking Bar, je vais aussi travailler dans un salon qui s'appelle Le Plaisir d'été, enfin voilà. Sympa, avec des livres tout le temps. Oui. Alors mon vrai drame, c'est qu'au Booking Bar, ils font salon de thé et librairie. Sauf que comme j'ai un anglais qui est pitoyable, en fait, je leur achète jamais un seul bouquin. Donc, je suis un peu protégée par mon statut d'écrivain, mais des fois, c'est vrai que quand ils me voient squatter une table, ils me regardent un peu comme ça. Et du coup, ils vendent des livres en anglais? Oui. C'est super bien. Oui, c'est super bien, mais c'est vrai que moi, je suis pas capable de les lire, c'est ça qui est regrettable. Effectivement. Donc. Et Magic Charlie, vous le décririez comment en 3 mots? Ah oui, le jeu des 3 mots, oulala. Ou 5, comme vous voulez. Bienveillant. Puissant. Peut-être naïf. Non, charmeur. Bienveillant, puissant, charmeur. Bon, 3 mots qui donnent envie de le lire, et voilà, interview est finie. Merci beaucoup pour avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup C'était très sympa de me les avoir posées.